Un, deux, oui, volonté. Donc bonsoir et merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation au nom du Centre Théard de Chardin. Je vous remercie donc d'être là, soit en présentiel, soit en vidéoconférence. Et je sais qu'il y a beaucoup plus de gens en vidéoconférence que dans la salle ce soir. Donc cette soirée, rencontre avec Patrick Farfal, où il va nous parler de son livre qui s'appelle L'étoffe du monde, penser la complexité de notre temps avec Teilhard de Chardin. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le centre Teilhard de Chardin donc, a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps, il y a maintenant en juin 2023, donc en fait on va dire pratiquement 1 an et demi. Nous sommes situés sur le plateau entre les centres de recherche, les grandes écoles, l'ENS derrière nous et Centrale Supélec. Et Patrick Farfal est un ancien élève de Supélec. Alors bien qu'à l'époque, ce n'était pas du tout ici. Mais bon, voilà, il est quand même dans les lieux. Donc le centre est relativement jeune. Nous organisons des soirées, des conférences, des rencontres avec des auteurs sur différents thèmes, Teilhard de Chardin, mais l'écologie intégrale, l'intelligence artificielle, l'entreprise et les nouvelles technologies, les problématiques pour l'entreprise que peuvent poser l'adoption, je dirais, toutes ces nouvelles technologies. Notre rôle, en fait, ou la mission du centre, c'est d'offrir un espace d'échange fraternel pour discuter effectivement de toutes ces problématiques actuelles et d'essayer de trouver des voies de réflexion sur ces thèmes qui sont généralement complexes, on va parler de complexité, entre science, technologie, philosophie, éthique et pourquoi pas spiritualité. Donc le centre, alors, un petit rappel, le centre, nous avons, et vous avez à la sortie, vous avez un questionnaire, nous essayons un peu de vous connaître, ceux qui viennent nous voir, ceux qui sont derrière les écrans. Donc pour ceux qui sont ici, merci de prendre un questionnaire et d'y répondre. Le questionnaire, ça vous demande un petit peu qu'est-ce que vous attendez d'un centre comme le Centre Théard de Chardin. Et pour ceux qui sont en vidéoconférence, il suffit d'aller sur le site internet du centre et vous y trouverez ce fameux questionnaire. Et nous vous remercions de bien vouloir y répondre. Plus nous aurons de réponses, mieux nous comprendrons vos attentes en termes de quel type de soirée vous préférez, quel thème de soirée vous préférez, quels sont les horaires dans les soirées qui sont, je dirais, les plus favorables selon vous, pour essayer d'avoir une offre qui réponde à la demande des gens qui s'intéressent à nos activités. Ce centre ne reçoit pas de financement public, donc nous sommes entièrement financés par les dons. Donc là aussi, merci à tous ceux qui donnent. Peut-être avez-vous reçu, nous avons des campagnes à l'heure actuelle, mailing ou courrier sur les dons. Écoutez, si vous recevez, donnez. Ça nous permet d'organiser ce type de soirée et de continuer à vivre. Donc voilà, ce soir, je vais m'effacer devant Patrick Farfal qui va nous présenter donc penser la complexité de notre temps avec Teilhard de Chardin et Anne Melin. Alors, je présente très rapidement Patrick. Patrick, donc ingénieur de Supélec, qui a fait sa carrière dans l'aéronautique et en particulier dans le groupe qui aujourd'hui s'appelle Ariane Group. Après, il a entamé une seconde carrière de consultant information en systémique et ingénierie des systèmes. C'est un membre de l'association des amis de Pierre Teilhard de Chardin, c'est un théardien confirmé, ainsi que Anne, bien sûr, que je vais présenter ensuite. Et Patrick est aussi un membre du groupe de réflexion, puisque nous avons un groupe de réflexion Teilhard de Chardin, comme nous avons un groupe de réflexion intelligence artificielle, écologie intégrale et entreprise et nouvelles technologies. Anne, qui va, je dirais, servir de pairing partner, interviewer Patrick. Alors Anne est aussi membre du groupe Teilhard de Chardin et Anne nous avait fait le plaisir
de faire une soirée sur le progrès selon Teilhard de Chardin il y a quelques mois. Voilà. Donc maintenant, je vous passe la parole et bonne soirée. Juste un petit mot sur l'étoffe du monde, le choix du mot, l'étoffe du monde. Je voulais juste rapprocher ça, évidemment, de la complexité, mais également du tissage, parce que le renvoi à l'étymologie du mot, qui est important, ce mot de l'étoffe du monde, c'est un mot de Teilhard de Chardin, et il renvoie à une étymologie du mot complexe qui veut dire à la fois tressé, qui veut dire aussi fait d'éléments différents imbriqués. Donc on arrive à la complexité, comme vous l'avez compris. Et je voulais vous citer, justement, en démarrage, une phrase de Teilhard à ce propos, sur le tissage. « Chaque élément du cosmos est positivement tissé de tous les autres. » Voilà. Et maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Patrick, dans ton ouvrage, tu nous invites à penser la complexité de notre temps. Peux-tu nous faire une brève introduction sur la complexité, justement ? Bonsoir à toutes et à tous. Je m'adresse aussi aux personnes qui sont à distance. Je remercie d'abord le Centre Teilhard nous avoir donné l'occasion, l'opportunité même d'organiser cette soirée. Et on a jugé qu'il était, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'ouvrage, on a jugé qu'il était bon que je vous dise un petit mot sur la complexité. Donc c'est une introduction très très rapide de moins de 20 minutes, parce que le temps nous est compté, on ne va pas rester là jusqu'à 11 heures du soir. Et quand vous sortirez de là, ne croyez pas que vous serez des complexologues patentés, ni des systémiciens patentés, mais vous aurez vraiment la quintessence de ce qu'est la complexité, à moins que vous connaissiez déjà le sujet. Alors, voilà de quoi je vais parler. On va parler de systèmes complexes, et donc je vais commencer par parler de systèmes. Ensuite, la complexité dans les systèmes. Et puisque nous sommes au centre Teilhard, qu'est-ce que Teilhard a dit de la complexité ? Un système, qu'est-ce que c'est ? C'est une collection d'éléments que vous voyez figurés par des points, par des croix, en interaction. Vous voyez les interactions entre les éléments, ce sont les flèches. Ces éléments sont structurés et en général organisés en fonction d'un but, une finalité. Ce sont les 3-4 caractéristiques essentielles d'un système. Un système, ce n'est pas une juxtaposition d'éléments. Il faut le considérer comme un tout et l'aborder comme un tout. Un système est toujours immergé dans un environnement avec lequel il est en interaction. Quelques exemples une classification de systèmes, vous les connaissez tous, ces systèmes-là. Là, ils sont classés d'une certaine façon. Il y a d'autres classifications possibles. Il y a donc les systèmes naturels physico-chimiques, les systèmes naturels biologiques, nous en faisons partie. Nous sommes même des systèmes extrêmement complexes, on pourrait dire même des systèmes de systèmes. Les systèmes naturels sociaux, les systèmes artificiels sociaux, là encore, nous en faisons partie, enfin, nous appartenons à des systèmes artificiels sociaux, ne serait-ce que la famille. La famille est un système artificiel social. Les systèmes artificiels symboliques, on ne les cite pas assez, mais ce sont bien des systèmes artificiels symboliques. Et les systèmes artificiels techniques, le bâtiment dans lequel nous sommes, les véhicules qui vous ont permis de venir ici ce soir, train, bus, voiture, ce sont des systèmes artificiels techniques. Parmi ces systèmes, il y a des systèmes vivants. Alors, on n'a pas 2 heures devant nous pour définir ce que c'est qu'un système vivant. Donc, la classification qui est là n'est pas aussi nette qu'il n'y paraît, mais c'est une classification comme une autre et ça permet de s'y retrouver.
Alors, où se trouve la complexité dans les systèmes? Elle se trouve dans les interactions. Dans le rectangle en bas à droite, vous avez un certain nombre d'interactions ou couplages ou influences. Tout ça, c'est à peu près synonyme. Je ne vais pas les décrire tout seul, je vais pas les décrire tous, mais je vais revenir sur certains. Disons tout de suite qu'il y a aussi comme facteur de complexité le flou, l'ambiguïté, l'incertitude, l'imprévisibilité et l'aléatoire. Où se manifeste plutôt la complexité? La complexité, elle se manifeste déjà dans la science. Contrairement à ce qu'on peut lire dans certains articles, voire certains ouvrages, la science ne sait pas tout, loin de là, il y a encore des zones d'ombre. Par exemple, dans l'infiniment petit, vous avez sur la partie gauche de l'écran la constitution d'une particule élémentaire qui est le proton, qui est lui-même constitué de 3 particules encore plus élémentaires qu'on appelle des quarks, ce que vous voyez en couleur, qui sont liés entre eux par des bosons qu'on appelle des gluons. Ça dit bien ce que ça veut dire, ça lie. Est-ce qu'on en sait beaucoup plus? Est-ce qu'on en sait beaucoup sur cet infiniment petit? C'est pas sûr. Dans l'infiniment grand, c'est pareil. Est-ce que nous connaissons bien notre étoile? On n'a pas encore réussi à trouver un thermomètre pour aller mesurer la température du Soleil. On fait ça par des moyens un peu plus intelligents, je dirais. Est-ce qu'on connaît bien notre galaxie? Est-ce qu'on connaît bien l'univers? Poser la question, c'est y répondre. Dans le domaine du vivant, je prends un seul exemple, l'exemple du végétal. Vous savez que les arbres communiquent entre eux. Ils communiquent par leur réseau racinaire et par des réseaux mycéliens, c'est-à-dire des réseaux de racines de champignons. On sait que c'est extrêmement complexe, on est sûr qu'ils communiquent, ils se protègent par exemple, mais comment? On n'en sait rien, c'est extrêmement complexe. Et enfin, en anthropologie, en sociologie, est-ce qu'on sait tout? Là encore, poser la question, c'est y répondre. Mais il ne faut pas pour autant être pessimiste. Alors, la complexité se manifeste dans la combinatoire. C'est le domaine des grands nombres. Si je reviens à la notion de système, il y a n éléments dans un système. Une fois qu'on les a dénombrés, si on peut les dénombrer, eh bien, il y a a priori n-1 interactions possibles entre ces éléments pris 2 à 2. Et on voit que ça va croître très vite. Pour n égale 100, on est déjà presque à 10 000. Pour n égale 1000, on est déjà presque à 1 million. Ça croît grosso modo comme le carré du nombre d'éléments. Mais il n'y a pas que les interactions d'éléments pris 2 à 2. Il y a les interactions en cascade, à savoir A influe sur B, qui influe sur C, qui influe sur D. Il y a les interactions bouclées. A influe sur B, qui à son tour va influer sur A. Pire, A influe sur B, influe sur C, influe sur D, qui influe sur E, et E à son tour va influer sur A ou sur C. Et là, il est impossible de dénombrer toutes ces interactions. Donc voilà où se situe la complexité dans les systèmes. Un deuxième exemple. Vous connaissez tous, je pense, la légende de l'inventeur du jeu d'échecs qui avait demandé à son roi pour récompense le nombre de grains que l'on peut placer sur un échiquier à raison de 1 grain sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur 8, je ne sais plus où j'en suis. Enfin, on double à chaque case. Vous voyez qu'à la fin de la première rangée, on est déjà à 256, ça veut dire qu'on a déjà 511 grains. Et quand on arrive à la 64e case, eh bien, si j'ai bien fait les calculs, il faudrait 2 millions de camions de 30 tonnes pour transporter ces grains. Ou, si vous préférez, si on mettait les grains bout à bout, la distance serait équivalente au millième de la plus grande dimension de notre Voie lactée. Ça donne le vertige. Et enfin, troisième exemple sur les grands nombres, la prochaine fois que vous recevrez à déjeuner
ou à dîner, posez-vous la question, il y a combien de façons de disposer de 9 personnes autour d'une table? Il y en a un peu plus de 360 000. 10 personnes, un peu plus de 3,6 millions. 11 personnes, un peu plus de 40 millions. Voilà. Donc, ne cherchez pas, faites comme d'habitude. Alors, il y a des incertitudes. La complexité se manifeste dans les incertitudes. Je prends un seul exemple, qui est aussi un exemple d'imprévisibilité, le temps qu'il va faire. On ne sait pas, on ne peut pas prédire le temps qu'il va faire avec une bonne probabilité à plus de 4 jours à l'avance, avec les meilleurs ordinateurs du monde, avec les meilleurs algorithmes ou avec l'intelligence artificielle. Parce que l'atmosphère terrestre, dans certains cas, est un phénomène chaotique. La complexité se trouve dans le non-linéaire. Le non-linéaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des systèmes où l'addition des causes n'entraîne pas forcément l'addition des effets. Et il n'y a pas de proportionnalité des effets aux causes. Alors, exemple, je prends un exemple, le seuil, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, le seuil, l'hystérésis, etc. L'exemple de la masse critique. La masse critique, qu'est-ce que c'est? En énergie nucléaire, c'est la masse de matière fissile à partir de laquelle une réaction en chaîne spontanée peut se produire. Va se produire. En dessous, ce n'est pas possible. Vous avez aussi la force d'une manifestation. Si 10 personnes manifestent sur la place de la République, à Paris, ça ne va pas déranger les forces de l'ordre. Si 10 000 personnes manifestent en défilant de la place de la République à la place de la Nation, là, les forces de l'ordre vont se déplacer. Entre les deux, il y a un seuil. Il y a un seuil qui déclenche le déplacement des forces de l'ordre. Vous avez aussi les épidémies. À partir d'un certain moment, quand un virus s'est propagé, les pouvoirs publics prennent des mesures. Et vous avez aussi les seuils d'imposition, etc. Il y a des tas de choses. Et enfin, l'imprévisibilité. Alors, j'en ai déjà parlé avec l'incertitude sur le temps. Je donne un autre exemple, les crises. L'histoire est une succession de crises, de bifurcations, comme on dit en sciences des systèmes. Et ces bifurcations, elles sont imprévisibles. Alors peut-être prévisibles à très court terme, mais à long terme, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, l'exemple de la crise Covid est parlant, la crise récente. Cette crise Covid a révélé la très forte sensibilité de tous les systèmes de santé mondiaux et des systèmes économiques, parce que ça va avec, tout est lié, on aura l'occasion de le dire. Extrême sensibilité donc à un virus de 0,1 micron. 0,1 micron, c'est 1/10 millième de millimètre. Et ce virus a tué 7 millions de personnes. Alors, même si c'était que 10, ça serait trop. Donc, 7 millions de personnes, c'est trop, mais en même temps, c'est beaucoup. Parce que 7 millions de personnes, c'est 1 millième de la mondiale. Alors certes, ça n'est pas comme l'épidémie de la grande peste noire du XIVe siècle qui a décimé entre le tiers et la moitié de l'Europe, mais quand même. Et ça, c'était imprévisible. Donc, c'est une propriété courante des systèmes complexes que d'être imprévisible. Et il faut accepter désormais que notre monde soit complexe. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et les jugements définitifs sont à proscrire. Autrement dit, un jour, il n'y aura plus d'épidémie. Bon, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'il n'y aura pas une mutation d'un virus? Ou bien, avec l'intelligence artificielle, on va savoir tout faire? Je demande à voir. Et je voudrais citer le pape François, qui, dans son message du 1er janvier de cette année, « Intelligence artificielle et paix », nous a incité à avoir, j'ose pas dire garder, le sens de la limite de nos limites de créature, dit-il, nos limites intellectuelles et les limites de nos outils, donc de nos ordinateurs, par exemple. Alors, Teilhard, dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit de la complexité? D'abord, il a été le premier à définir clairement ce que c'est que la complexité. Il a dit, pour définir la complexité, il faut deux choses. Il faut le nombre d'éléments ou de groupes d'éléments contenus dans le système,
Et puis une autre chose, beaucoup plus difficile à cerner, qui est le nombre, la variété, le resserrement des liaisons, c'est-à-dire des interactions existant entre ces éléments. Et ça, il l'a dit en 1942, et en 1945, il dit à peu près la même chose. La complexité d'une chose, c'est la qualité que possède cette chose d'être formée d'un plus grand nombre d'éléments, plus étroitement organisés entre eux. On voit toujours le double aspect, le nombre d'éléments et les interactions plus ou moins étroites entre ces éléments. Et il dit, de ce point de vue, un atome est plus complexe qu'un électron, une molécule plus complexe qu'un atome, une cellule vivante plus complexe que les noyaux chimiques les plus élevés qu'elle renferme. Ça, c'est sa loi de complexification ou de complexité croissante. Alors, il l'a mise sous forme d'une courbe, dont la première version apparaît en 1942. On trouve ça 3 fois dans son œuvre. En 1942, donc, il nous dit il n'y a pas que l'infiniment grand. Il n'y a pas que les deux infinis de Pascal, l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, vous savez, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Il a dit aussi des choses sur l'infiniment petit, mais c'est de la même façon, et donc ça frappe moins que ce qu'il dit sur l'infiniment grand. Donc Teilhard dit il n'y a pas que l'immense et l'infime, il y a un troisième infini qui est l'infiniment complexe. Et il trace une courbe des complexités. Alors, comment il la gradue? Il a dit il n'y a pas que le nombre pour définir la complexité, mais comment graduer le resserrement des liaisons entre les éléments? Ce n'est pas possible. Donc, faute de mieux, il prend le nombre d'atomes des choses, on va voir lesquelles, et il construit cette courbe qui part de l'atome, des molécules, qui passe aux macromolécules, aux cellules, aux tissus, cellules et tissus animaux et végétaux, aux organes et aux êtres vivants. Et là-dessus, et je vais pratiquement m'arrêter là-dessus, il définit 2 points, le point A et le point B, qui sont des seuils. Alors il n'emploie pas beaucoup le mot seuil, il préfère le mot pas ou point critique. Mais pas et seuil, c'est pareil. Hein. Le seuil d'une maison, vous le franchissez, vous faites un pas. Et donc, il a le point A, c'est le seuil de vitalisation, le point de vitalisation, c'est-à-dire que la complexité aidant, à un certain moment de complexité, apparaît la vie. Alors, il ne dit pas comment, mais c'est un constat qu'il fait. Et quand la complexité augmente, eh bien, on arrive au point B, qui est le point d'hominisation, le pas de la réflexion ou pas réflexif, c'est le point de la conscience, l'apparition de la conscience réfléchie, puisque pour Teilhard, et c'est l'homme, hein, c'est le cerveau humain, c'est pour Teilhard la caractéristique de l'homme, c'est d'avoir une pensée réfléchie, c'est d'être conscient qu'il est conscient, c'est de savoir qu'il sait. Cette idée, il l'avait déjà en 1919. Il l'avait déjà en 1919 dans les écrits du temps de la guerre. Donc je m'arrête là et je vais vous remercier, sachant que nous avons prévu de ménager 20 minutes à la fin de cette soirée pour des questions-réponses. Si vraiment il y a une question brûlante, s'il y a vraiment un problème d'incompréhension totale, je peux répondre à 1 ou 2 questions, mais normalement, on va laisser les questions à la fin. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Pourquoi ce livre ? Alors, pourquoi ce livre ? C'est quoi sa genèse, en fait ? Pourquoi ce livre ? Alors, il se trouve que, Jean-Charles l'a rappelé tout à l'heure, j'ai eu une activité, après ma retraite, j'ai eu une activité de conseil et de formation en ingénierie système et en systémique. Et donc, alors mes étudiants, ils disposent de 420 planches PowerPoint, mais c'est partiellement rédigé. Et j'ai voulu, j'ai voulu rédiger
rédiger ça sous forme de texte qui se tienne. Alors, j'en suis à la moitié et je n'ai pas fini. Et je me suis dit, est-ce que par le biais de Teilhard de Chardin, qui a parlé de la complexité de ces choses-là, et qui était un systémicien avant l'heure, est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose? Et il se trouve que le 22 avril 2021, dans le cadre des travaux de ce centre, qui n'existait pas encore physiquement, mais qui avait commencé à fonctionner déjà depuis 3-4 ans, j'ai donné une conférence que j'ai développée ensuite, qui était très inspirée de ce que j'avais fait, avec mes étudiants, et que j'ai développé ensuite dans ce livre, L'étoffe du monde, penser la complexité de notre temps, avec Teilhard de Chardin. Alors, quelle méthode tu as suivie en fait? Alors la méthode pour parler de la complexité, pour parler de la science des systèmes, la systémique, tout ça c'est science des systèmes systémiques, c'est la même chose. Je dis science des systèmes quand je veux pas faire peur. Je dis systémique quand je n'ai pas peur de faire peur. Pour parler de ça, il faut partir de ce que les gens savent. Il faut parler d'exemples simples et dire, par exemple, ce que n'est pas un système. Un exemple, vous prenez les 11 meilleurs joueurs de foot du monde, vous ne ferez pas un système, ils ne gagneront jamais. À l'inverse, qu'est-ce que c'est qu'un système? Donc là, il y a un certain nombre d'exemples. Donc je donne dans ce livre, je donne ces exemples. Et surtout, et en ça je me réfère, enfin je l'ai trouvé tout seul, mais après j'ai trouvé que Joël de René, dans son ouvrage de 1974, Le macroscope, disait qu'il faut présenter des concepts, pas tous à la fois, présenter des concepts et puis y revenir, développer et les enrichir avec d'autres exemples plus complexes, etc. Bon, et c'est la méthode que j'ai suivie. Et c'est la méthode que j'avais suivie avec mes étudiants et je trouve que je dirais que c'est une bonne méthode. Et avec ça, avec des exemples simples, on arrive à définir les 3 ou 4 caractéristiques de base que j'ai données au début, c'est-à-dire interaction entre éléments, structure, organisation et finalité. Et la complexité, alors, la définition que donne Teilhard, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Alors, elle est toujours d'actualité, effectivement. Elle est d'actualité, par exemple, dans l'encyclique Laudato Si, dont on reparlera tout à l'heure, et dont je parle dans l'ouvrage, le pape François utilise 10 fois l'expression « tout est lié ». Et si vous m'avez bien suivi tout à l'heure, vous comprendrez que tout est lié, c'est la quintessence de la complexité. Et quelles sont les définitions actuelles de la complexité? Alors je ne vais pas vous les donner toutes parce que quelqu'un aurait dénombré 45 définitions de la complexité. Chacun a sa définition. Et moi, j'en ai pas inventé une parce que ça aurait été une 46e qui n'aurait pas été meilleure ni moins bonne que les autres. Alors moi, je préfère, je donnais à mes étudiants, deux ou trois définitions de la complexité, en particulier celle de Herbert Simon, qui est un prix Nobel d'économie 1978, qui en 2005 a dit « Je ne me lancerai pas dans une définition formelle de ce que sont les systèmes complexes. Par système complexe, j'entends un système fait d'un grand nombre d'éléments qui n'interagissent pas de façon évidente. » Eh bien, on retrouve très exactement les 2 caractéristiques que citait Teilhard en 1942, le nombre et la difficulté d'appréhender les interactions entre les éléments. Tu peux nous donner quelques exemples d'interaction, des exemples simples, si c'est possible?
Alors, un exemple très simple, j'entre dans une pièce, j'appuie sur un bouton, il y a de la lumière. Voilà, c'est une interaction entre moi et l'interrupteur, et puis la lampe. Autre type d'interaction, je parle en ce moment, vous m'entendez. Bon, ça, c'est une interaction qui n'est pas caractérisée, elle est sèche. On peut la caractériser un petit peu. Je parle, est-ce que vous m'écoutez? Je parle, vous m'écoutez, c'est plus que je parle, vous m'entendez. Si vous m'entendez mal, si le son est mauvais, s'il y a du bruit, on tombe dans le flou, l'incertitude dont je parlais tout à l'heure, qui est un facteur de complexité. Si vous répétez ce que je dis à votre voisin, c'est une interaction en cascade. Si vous me répondez, c'est une interaction bouclée. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme type d'interaction, on le retrouve dans des choses très très simples. Si vous êtes dur d'oreille, vous me demanderez de forcer le son. C'est-à-dire qu'il faudra que je franchisse un seuil. Le seuil, on a vu que c'était un élément de complexité, parce que c'est une non-linéarité. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Justement, est-ce que tu pourrais nous décrire exactement, enfin, le plus simplement possible, un processus de systémique dans le management d'une entreprise, par exemple, ou un exemple d'application pratique d'ingénierie système dans un projet d'entreprise? Alors, il y a deux types de réponses. Selon qu'on a affaire à selon qu'on est devant sa page blanche, le système n'existe pas, ou bien le système est existant. Alors, si c'est un système à faire, par exemple un système d'information à construire, il faut, pour avoir une démarche systémique, il faut adopter une démarche qui rassemble toutes les activités nécessaires pour concevoir, faire évoluer, valider et maintenir ce système, en satisfaisant les besoins et les contraintes de toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est le client, et c'est tous les gens qui ont quelque chose à dire autour de ce projet, autour de ce système. Il faut en particulier répondre aux questions « pourquoi ?» en 2 mots, « pour qui ?» ça c'est la finalité, « quoi faire ?» ce sont les fonctions. Il faut structurer, il faut, par exemple, quand on veut faire un nouveau projet, il faut définir l'effectif des personnes qui vont travailler sur ce projet. Ça, c'est la structure. Il faut définir des rôles. Ça, c'est l'organisation. Vous voyez, structure, organisation, finalité, ce sont parmi les 4 éléments que j'ai cités au début. Alors, s'il s'agit d'un système existant, d'analyser un système existant, par exemple, travailler sur le climat ou sur l'énergie, là, il faut comprendre le système, le faire évoluer, éventuellement, parce que si c'est le comprendre et puis ne rien en faire, ça ne sert à rien. Donc, sur le climat, bon, on voit bien ce que ça peut être, faire évoluer le système, même si ce n'est pas facile. Examiner de façon critique le résultat, en satisfaisant les besoins et contraintes de qui? De toutes les parties prenantes, c'est-à-dire nous. Voilà. Ça doit prendre beaucoup de temps. Pardon? Ça doit prendre beaucoup de temps. Ah ben, ça prend le temps qu'il faut, mais c'est le prix à payer pour ne pas se jeter à tête baissée dans des solutions a priori. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples simples? Non, ça je vais demander, je crois déjà, des exemples d'interaction. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de système, alors chez Teilhard de Chardin, par exemple? Alors, Teilhard de Chardin est
merci, c'est placé à un niveau très très général, et je vais simplement, c'est difficile d'avoir le micro et de feuilleter un livre en même temps. Voilà, je vais reprendre l'exemple que tu donnais au début. Plus, par des moyens d'une puissance toujours accrue, nous pénétrons loin et profond dans la matière, plus l'interliaison de ces parties nous confond. Chaque élément du cosmos est positivement tissé de tous les autres. Impossible de trancher dans ce réseau, d'en isoler une pièce sans que celle-ci s'effiloche et se défasse par tous ses bords. À perte de vue autour de nous, l'univers tient par son ensemble. Et il n'y a qu'une manière réellement possible de le considérer, c'est de le prendre comme un bloc tout entier. Je vous disais au début, un système, ça doit se prendre, ça doit se prendre comme un tout. Et un autre exemple, voisin. L'analyse de la matière. Alors la matière, pour Teilhard, c'est quelque chose qui est très noble. Hein. Depuis qu'il est tout petit, il était passionné par les pierres, les métaux, les choses comme ça. Et la matière, je fais une parenthèse, il est l'auteur du concept esprit-matière, qui est un concept un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la matière, pour lui, c'est quelque chose de très noble. Il a même dit, il a même fait un hymne à la matière en 1919, là, vous avez le... Pardon ? La sainte matière. La sainte matière, oui, et un hymne à la matière, donc. Alors, il dit « L'analyse de la matière conduit à la regarder comme une agrégation innombrable de centres, se capturant et se dominant de façon à édifier par leur combinaison des centres d'ordre supérieur de plus en plus compliqués. » Et quand il parle de l'origine du monde, il dit « Une myriade de points distincts apparurent avec le temps, et ces points se cherchaient, se poursuivaient, s'unissaient en proie à l'inquiétude créatrice. Et ils se groupaient en systèmes de plus en plus compliqués et toujours plus rares. Et chaque progrès dans la réduction des centres, c'est-à-dire chaque nouvelle victoire sur la multitude pour Teilhard c'est le contraire de l'unité, hein, était marqué par l'apparition de propriétés nouvelles. » Voilà ce que Teilhard peut dire, ce que je peux donner comme exemple de système chez Teilhard de Chardin. Et comment Teilhard voit l'évolution ? C'est le rôle, par exemple, de la complexité croissante. Teilhard s'est montré, ça c'est une citation de Gérard Donadieu, Teilhard s'est montré un précurseur génial de la science des systèmes ou de l'approche systémique. Il va élaborer avec une folle audace, dès les années 1940, les principaux concepts qui sont à la base de cette science. Et là, je recite encore ce que tu as dit tout à l'heure. Par complexité d'une chose, nous entendrons la qualité que possède cette chose d'être formée. Et là, c'est du Teilhard. D'un plus grand nombre d'un plus grand nombre d'éléments, et petit 2, plus étroitement organisés entre eux, une hétérogénéité organisée. Et ça, c'est dans l'avenir de l'homme. Alors, je reprends le commentaire de la courbe que vous avez sous les yeux, là, à l'écran. C'est une courbe de complexité croissante et c'est une courbe qui indique bien comment se fait l'évolution. On part de l'atome, on passe à la molécule, à la macromolécule, à la cellule, au tissu, cellules et tissus végétaux ou animaux. Ouais, merci. Et aux organes et aux êtres vivants. Donc, cette courbe, c'est la courbe de l'évolution pour Teilhard.
l'évolution est basée sur un concept de complexité croissante, qui s'accompagne aussi d'une complexification de la conscience, mais ça c'est peut-être un peu plus long à expliquer. Et la notion de finalité chez Teilhard, alors, le point oméga, le point attracteur qui est oméga, le point ultime de processus d'évolution. Tu peux parler de ça, peut-être un univers psychiquement convergent, dit Teilhard. Alors vous voyez que sur cette courbe, il y a des pointillés à la fin, et puis une flèche. Donc on a vu qu'il y avait là deux pas. Le pas de vitalisation, le point A, le pas au seuil de vitalisation, le point B qui est le seuil, le pas de la réflexion, le pas réflexif, le pas de l'hominisation. Et ensuite, eh bien, on peut dire que l'homme, il n'est pas la suite de l'évolution du monde. C'est pas, ça se limite pas à l'homme. Ça se poursuit dans ce que Teilhard appelle la noosphère. Nous appartenons, nous, à la biosphère. La biosphère, c'est la partie qui entoure la Terre et qui comporte tous les êtres vivants, végétaux ou animaux. Et pour Teilhard, il y a aussi, pour Teilhard et puis d'autres, le concept n'est pas de lui. Il a été co-inventé à une certaine époque, dans les années 30, la noosphère, c'est la couche pensante de l'humanité, c'est-à-dire la mise en commun des esprits. Noos, en grec, c'est esprit. Et donc, la noosphère, elle se construit. Elle se construit. Alors, on peut voir qu'elle se construit pas. Elle se construit avec un peu de chaos. Hein, ça se construit pas assez naturellement. Bon, mais elle se construit. C'est ce qu'on appelle la noogenèse. Et la noogenèse va aboutir au pas de la co-réflexion. Là, le point B, c'était le pas de la réflexion. Et à la fin de la noogenèse, c'est-à-dire quand la noosphère sera achevée, ce sera le pas de la co-réflexion. Mais après, c'est pas fini. Teilhard dit qu'après, on entre dans la christogenèse et qui se termine par le pas de l'ultra-humain. Vous voyez, il y a l'humain, la co-réflexion humaine et ensuite l'ultra-humain. Alors à ne pas confondre avec le transhumain. Hein, les transhumanistes qui se réclament de Teilhard et qui disent voilà ce que Teilhard a dit, etc. Non. L'ultra-humain, c'est bien autre chose. C'est un état où, comme disait le pape Benoît XVI, Dieu a pu, au-delà de la biosphère et de la noosphère, comme le dit Teilhard de Chardin, créer encore une nouvelle sphère dans laquelle l'homme et le monde ne font qu'un avec Dieu. Alors c'est difficile à comprendre, enfin, c'est ramassé dans une phrase, je reconnais que c'est difficile à comprendre, mais ça c'est ce qu'on appelle la christogenèse qui aboutit à la christosphère et qui se termine par quoi? Par le Christ, c'est-à-dire le point oméga. Oui. On va passer à l'encyclique Laudato Si, où ces mots importants, le mot important, c'est tout est lié. Tout est intimement lié, dit le pape. Et c'est vraiment le mot-clé de cette encyclique. Et ça transpire l'esprit de Teilhard. Tu viens de le nommer là, Benoît XVI, mais François a repris la même ligne, puisqu'il y a une note sur Teilhard de Chardin dans l'encyclique. Les concepts teilhardiens relatifs à la systémique et à la complexité sont à rapprocher de la vision d'écologie intégrale du pape François. Peux-tu expliquer ce tout, le holos, le holisme? C'est un système qui doit être considéré comme un tout. Pas de partie sans tout et pas de tout sans partie, dirait Pascal.
Et c'est voilà l'explication de ce tout qu'on attend. Alors effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on l'a rappelé tout à l'heure, un système doit être considéré comme un tout. Holos, en grec, ça veut dire tout, hein, donc d'où le concept de holisme. Et on a déjà cité 2 fois ces expressions de Teilhard, si bien tissé d'une seule pièce, le prendre comme un bloc tout entier. Et à ce sujet, on peut citer je retrouve la page. On peut citer cette phrase de Pascal en entier, qui est un peu longue, mais qui est une phrase que j'aime beaucoup. Alors Pascal ne s'est jamais défini comme un systémicien, il ne s'est jamais défini comme un complexologue, il n'a jamais défini la complexité, comme l'a fait Teilhard. Teilhard est le premier à avoir défini la complexité, clairement. Pascal disait, donc, toute chose étant causée et causante, aidée et aidante, médiates et immédiates, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Donc connaître le tout, c'est connaître les parties, et connaître les parties, c'est connaître le tout, et les deux s'imbriquent forcément. Bien, on va en venir à la conclusion. Alors, je voudrais ajouter simplement que, comme Laudato Si, ça parle quand même d'écologie, hein, que Teilhard était écologiste. Ben, il s'est posé la question en 1954 de la manière dont on pourrait nourrir la population mondiale en l'an 3000. Aujourd'hui, on se pose la question pour 2050, hein, l'épuisement des ressources, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient minières, etc. Aujourd'hui, on se pose la question pour 2050. Lui s'était déjà posé la question, mais il n'avait pas conscience de l'accélération de la population, du développement de la population. En revanche, il n'a jamais eu l'idée qu'il y aurait un jour une crise climatique. Donc, il était écologiste, mais partiellement, je dirais. Mais il était aussi fan de Saint François, qui est quand même le patron des écologistes. Absolument. Donc tu veux peut-être faire une conclusion. J'avais pris un mot de Gérard Donadieu, qui était dans la préface d'ailleurs du livre, que je vous invite à lire, sur l'homme, qui évoque un homme nouveau. Alors ça peut vous intéresser parce que c'est dirigé vers vraiment les jeunes, vers une nouvelle génération qu'on appellerait l'homme nouveau, en recherche d'une vision globale du monde, justement, une vision holistique du monde, et non pas qui soit véritablement, comme la noosphère, enveloppant le monde, du sens à donner à sa vie, c'est une grande recherche aussi, et d'une éthique de la terre. C'est ce que tu viens de dire. L'éthique de la terre et d'une nouvelle spiritualité, surtout. Voilà. Ça, c'est une phrase de Gérard Donadieu dans le livre. Alors, puisqu'il s'agit de conclure, je vais encore conclure avec une phrase de Gérard Donadieu de la préface de l'ouvrage. L'épuisement intellectuel des idéologies du soupçon qui ont tant marqué le dernier siècle rend le terrain disponible pour des pensées plus consistantes, plus mobiles et surtout plus réjouissantes quant à l'avenir de l'homme. Alors, je dis au passage que lire Teilhard, c'est recevoir une grande leçon d'espérance. Je poursuis avec le texte de Gérard Donadieu. Et tel est bien le cas de la vision teilhardienne. Aussi, des opportunités exceptionnelles s'ouvrent-elles aujourd'hui pour la diffusion de cette pensée, et cela plus particulièrement dans deux directions, donc vers les milieux chrétiens, et plus particulièrement catholiques, et vers les non-chrétiens, agnostiques, athées, voire anticléricaux, etc. Je voudrais simplement faire la conclusion de la conclusion et dire que Teilhard de Chardin
est un épistémologue méconnu. Et dans la préface de Gérard Donadieu, on voit qu'il faut avoir perçu que la cohérence théillardienne, cette cohérence entre la science, la théologie, la philosophie, on pourrait dire, la géopolitique et autres, il faut avoir perçu que la cohérence théillardienne résulte d'abord d'une épistémologie originale et forte, prenant justement sa source dans les sciences. Teilhard était d'abord un scientifique, il a été aussi un théologien, même s'il n'avait pas un diplôme de théologie, il a rénové la théologie, mais il s'est fondé d'abord sur les sciences, et son premier ouvrage, Le phénomène humain, était un ouvrage scientifique. Le phénomène, rien que le phénomène, mais tout le phénomène, c'est-à-dire les faits, d'abord, les faits. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le temps des questions arrive. Donc, en fait, questions qui peuvent être posées sur YouTube à travers les messages, donc les discussions. Donc, on a un certain nombre qui sont arrivés. On va peut-être commencer dans la salle. Y a-t-il des questions? C'était très clair, la complexité. Alors, j'ai plusieurs questions en fait qui sont arrivées sur Internet. Il y avait une première question sur le résilience et complexité. Attends, j'essaie de la retrouver. Hop, excusez-moi. Alors, une première question que je viens de retrouver. Quelle est la différence entre nous et pneuma? Bon, ça, c'est effectivement... Ah, c'est entre nous et pneuma. Alors, pneuma en grec, c'est le souffle. Et dans les évangiles, ça désigne l'Esprit Saint, entre autres. Noos, c'est l'esprit, mais c'est l'esprit au sens de, je dirais, pour simplifier, l'intelligence. Le souffle, c'est ce qui inspire, et le noos, c'est ce qui fait réfléchir. D'accord. Une question de monsieur Jean-Louis Gerstenmayer, qui, donc, effectivement, résilience et complexité sont-ils corrélés positivement? Alors, est-ce qu'ils sont corrélés positivement? C'est une bonne question. Je réfléchis à la réponse. Alors, la résilience, déjà, qu'est-ce que c'est la résilience? On a vu que tout système est plongé dans un environnement avec lequel il est en interaction. L'interaction, elle est dans les deux sens. L'environnement peut influer sur le système et le faire évoluer. Et s'il reste le même système, ou à peu de choses près, s'il garde sa finalité, à ce moment-là, on peut parler de résilience. D'accord ? Alors, résilience et complexité sont-ils corrélés positivement? Je dirais que j'en sais rien. Corrélation positive. Je pense que la complexité va permettre d'aider le système à être résilient. C'est tout ce que je peux dire. Peut-être effectivement la question, c'est un système complexe est-il plus fragile qu'un système simple? Alors, on pourrait dire ça. Je pourrais donner un exemple. Dans le désert d'Alamogordo, quand il y a eu les premières expériences atomiques, avant qu'on passe à la bombe atomique, dans le désert d'Alamogordo, n'ont survécu que des scorpions. Tous les autres organismes ont disparu parce que le scorpion a une structure très simple.
Et les hommes, évidemment, les êtres humains sont beaucoup plus complexes et eux ne survivent pas. Alors on pourrait dire que face à un environnement qui est extrêmement sévère, la complexité n'aide pas à être résilient. Mais normalement, les systèmes sont résilients aux sollicitations de leur environnement. Nous en sommes l'exemple le plus vivant, je dirais. D'accord. La notion de finalité, toujours de M. Gerstenmaier. La finalité, est-ce qu'elle est plus liée au système ou à la complexité? Alors, la complexité et les systèmes sont liés, mais la finalité, c'est plus un problème de système ou un problème de complexité? La finalité, c'est un problème de système. S'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de système. C'est dans la définition même du système. Et que la complexité, c'est, je dirais, c'est annexe. Il n'y a pas que des systèmes complexes. Il y a des systèmes très simples, mais qui ont une finalité quand même. Une question relative à, effectivement, donc la vision de Teilhard sur matière-esprit. Selon Teilhard, est-il possible, ou Teilhard nie-t-il la possibilité d'une existence de substances rationnelles séparées de matière? Puisque si la matière égale esprit, peut-il y avoir finalement un esprit rationnel, pas forcément très compliqué, indépendant d'une matière? Alors, on vient de parler encore d'esprit-matière. Je l'ai esquissé tout à l'heure en disant que j'en parlerai pas. Bon, je me vois obligé d'en parler puisque j'ai la question. Pour Teilhard, il y a, dès le début, il y a de l'esprit dans la matière. Dès le début. Quand, par exemple, dans un atome, il y a de l'esprit qui fait que l'atome tient. Bon, cet esprit, il se développe ensuite et il l'étend, et puis ça devient la conscience chez l'être humain. Et plus que ça même, puisque il dit dans l'atome, il y a une étincelle, je crois qu'il dit, le terme c'est une étincelle d'esprit dans l'atome, et pour lui c'est le début du processus d'amorisation qui accompagne l'évolution. Le processus d'amorisation, pour lui, c'est les atomes, les particules élémentaires qui se groupent. C'est un processus d'amorisation. Alors, je lui laisse la responsabilité. On peut trouver qu'il exagère un peu. Les atomes qui se regroupent entre eux, c'est le même processus, à une échelle plus grande. Les macromolécules, les molécules qui s'associent en macromolécules, c'est encore un autre processus. Et puis, ça va jusqu'à l'être humain qui est un être qui, normalement, est fait pour aimer. Merci. Je crois effectivement que Teilhard disait, enfin, comme tous les phénomènes physiques, s'ils ne sont pas dès le départ, il n'y a pas de génération spontanée. Donc si l'intelligence et l'esprit existent, c'est qu'il existait dès le départ. Voilà. Eh bien écoutez, sur YouTube, je ne vois plus d'autres questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions dans la salle? On va arriver à la... Ah, attendez, j'arrive. Ça sera plus simple que vous posiez la question directement avec le micro. Tout le monde entendra. Bonsoir. Oui, ma question, c'était à propos d'une échelle finalement de valeur de la complexité. Je me posais la question si c'était réellement valide ou si c'était d'un point de vue finalement d'un repère humain qu'on posait comme ça une échelle de complexité. C'est-à-dire, par exemple, quand on regarde le ciel avec un télescope, donc on voit les milliers d'étoiles, mais inversement, quand on regarde au microscope, un objet qui paraît élémentaire et indivisible, on le voit composé d'une infinité de choses.
Et donc je me demandais si finalement la complexité, elle n'est pas dans tous les sens. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, pas exactement. Vous faites allusion à cette courbe de complexité, à cet axe de complexité là, Oui, c'est ça, par exemple, parce que là, on voit ça tend vers 0 à gauche, là, mais finalement, là, la connaissance humaine s'arrête à l'électron, puisque c'est une particule élémentaire, donc on ne sait pas s'il y a autre chose de plus complexe derrière ou pas, donc finalement, on masque ça derrière la notion de particule élémentaire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, avec une nouvelle science, un moyen de définir tout un univers qui serait contenu, enfin, qui produirait l'électron, si je veux dire. Je ne sais pas si c'est très clair. Bon, je vais essayer de répondre si j'ai bien compris la question. Bon, vous voyez que l'axe des complexités, gradué par Teilhard, ça commence à 0. Alors, ce n'est pas une échelle linéaire, bien entendu. 0, c'est 1. Hein. C'est le logarithme de 1, c'est 0. Et puis les autres, par exemple, plus 5, c'est 10 puissance 5 atomes. 10, c'est 10 puissance 10 atomes. Et puis le cerveau humain, c'est 10 puissance 27 atomes. 10 puissance 27, c'est énorme. Hein. Il y a 100 milliards de neurones dans le cerveau humain. Hein. Et un neurone, c'est constitué d'un certain nombre d'atomes. Bon. Alors, en dessous, Teilhard connaissait l'atome, il connaissait le noyau et l'électron. D'ailleurs, il a indiqué l'électron comme la particule la plus petite sur l'axe des ordonnées, 10 puissance moins 14. Alors, c'est gradué en centimètres, parce que j'ai mis en face. Oui, pardon. Voilà. J'ai mis en face la correspondance en mètres, en microns ou en kilomètres, ou en angstrom. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de l'électron ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est là que s'arrêtent nos connaissances. Les zones d'ombre dont je parlais dans la science, c'est là, par exemple. Mais il y a les mêmes zones d'ombre tout vers le haut. Ouais. Il me semble que Teilhard disait un astre, c'est un tas. C'est pas complexe. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'atomes que c'est compliqué. Simplement, c'est un gros tas de sable. Par exemple, ça peut être une dune, c'est énorme, mais c'est pas compliqué du tout. Pourtant, il y a des milliards de grains de sable. Par contre, s'il y a des milliards de neurones, il y a ce que tu nous rappelais tout à l'heure, la complexité des connexions, c'est-à-dire la capacité de connectivité entre deux. Déjà, elle va avec le carré du nombre, grosso modo. Et quand effectivement il ne s'agit plus de combiner deux choses, mais de combiner n choses, les combinatoires deviennent extraordinaires et c'est là que ça devient complexe. Par contre, c'est pour ça, Teilhard disait bien, ce n'est pas uniquement une question d'éléments, du nombre d'éléments. Un système peut avoir très peu d'éléments et être très complexe. Parce qu'il y suffit 9 personnes à mettre à table, ça fait beaucoup de possibilités. Ça peut devenir compliqué. D'ailleurs, il y a des soirées, c'est très compliqué de savoir qui mettre à côté de qui. Hein. Mais on ne le fera sûrement pas en passant par la combinatoire. Parce qu'il faudrait des milliers de vies pour épuiser toutes les combinaisons. Voilà. Oui, alors il dit explicitement, Teilhard, qu'une planète n'est pas complexe. Oui. Il dit explicitement qu'une planète n'est pas complexe. Et pourtant, c'est énorme. C'est composé d'un très grand nombre de parties, de grains, de sable, de terre, de matériaux divers, mais ce n'est pas complexe. Alors, la personne qui nous avait posé la question sur Nous versus Pneuma complète la question en rajoutant Logos. Et là, en fait, on vient peut-être dans la théologie de l'Esprit Saint, le Pneuma, le Logos. Donc, peut-être d'autres personnes pourraient éclairer. Je ne sais pas si tu veux répondre. Alors, le logos, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'en grec, il a de multiples significations. Il est traduit, si je prends le début le prologue de l'évangile de Jean, au commencement était
en français, c'est au commencement était le verbe. En grec, c'est au commencement était le logos. Mais le logos, c'est pas uniquement le mot, le verbe dans la Vulgate, hein, le verbe, c'est le mot. Hein. Le logos, c'est pas seulement le mot, c'est le mot, mais c'est aussi la raison d'être. C'est beaucoup plus qu'un mot. Quand le physicien Bertrand d'Espagna disait que ce qui anime le monde, c'est un logos, c'est un ensemble de théories mathématiques, notamment les théories quantiques. C'est ça le logos. Et donc c'est un mot qui est beaucoup plus riche en grec qu'il ne l'est en latin. Alors j'ai vérifié dans mes 2 dictionnaires de grec et de latin, je vous garantis qu'en latin, le mot verbum est plus pauvre que le mot logos en grec, et a fortiori en français, et dans toutes les langues occidentales d'aujourd'hui. Donc le logos, c'est un mot que j'aime bien, mais je m'arrête là parce que j'en parlerai toute la soirée. Bon, ça peut être... Écoutez, maintenant je pense qu'il n'y a plus de questions. Il ne reste plus qu'à remercier Patrick et Anne pour cette brillante explication de la complexité, intéressante, simple, si c'est quelque chose de compliqué, mais simplement expliqué. Je vous invite à continuer sur le logos ou d'autres sujets, continuer autour d'un verre cette soirée pour ceux qui sont ici. Et il me reste aussi à remercier tous ceux qui sont en ligne, remercier toutes les questions qui ont été posées et donc remercier toutes ces personnes qui ont participé. Donc merci beaucoup à tous. La prochaine réunion du groupe Teilhard de Chardin aura lieu en janvier. Donc voilà, je fais de la publicité pour mon groupe. Hein. Il y a plein d'autres manifestations bien avant. En particulier, il y aura, regardez le site web et vous verrez, il y a beaucoup de manifestations. Et en janvier, nous parlerons de Teilhard de Chardin en Chine. Et en fait, de la pensée de Teilhard telle qu'elle peut être vue en Chine par la jeunesse chinoise. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à toutes.